Il vient de passer plus de 2 mois hors du pays qu'il dirige. Cette fin de semaine, Paul Biya a regagné Yaoundé et recevait hier au Palais de l'Unité les Lions indomptables vainqueurs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Après 74 jours d'absence du territoire national, ce retour était censé renvoyer des gages sur l'état de forme du président de la République et sa capacité à tenir son rang de figure centrale de l'État. Mais en arrivant à Yaoundé, le chef de l'État a soulevé d'autres interrogations. Alors qu'un dispositif exceptionnel de retransmission en direct avait été mis en place par l'Office de radio et télévision publique, les séquences fortes de son arrivée à l'aéroport international de Simalène ont été à peine visionnées. Le journal Le Messager parlera d'un retour fantomatique, relayant la déception des téléspectateurs de la CRTV qui proposait les images de l'événement. Le retour du couple présidentiel précédé l'avant-veille par un drame à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine sur un site d'exploitation artisanale de l'or. Des populations amassées par centaines ont vu la terre se détacher d'un flanc de colline pour les ensevelir. Bilan, une centaine de morts, dont des Centrafricains et des Camerounais, partis de la région de l'Est où la recherche de l'or se transforme ces dernières années en véritable cimetière pour les riverains, évoquant par ailleurs le grand contraste entre le vaste potentiel des ressources du sous-sol du Cameroun et la précarité des conditions de vie dans la région, non sans rappeler les trafics divers dont le secteur minier est sujet de la vie même des officiels camerounais. Des autorités qui gardent pour l'instant un silence surprenant sur la pénurie du gaz domestique. De Yaoundé à Bafoussam, de Douala à Ibolova, le journal Mutation constatait cette semaine que se procurer ce combustible est devenu un véritable parcours de combattants. Des familles qui traversent parfois toute la ville à la recherche d'une seule bouteille sans en trouver, à la plus grande frustration. Une perturbation de l'approvisionnement en gaz domestique et les associations de défense des droits des consommateurs dénoncent comme un coup porté contre la justice sociale. La qualité de la justice, justement, elle était au menu cette semaine dans l'affaire André Blaise Issama. Arrêté au lendemain de la présidentielle d'octobre 2025, l'activiste a été libéré cette semaine après une décision du tribunal militaire de Douala. Déclaré non coupable après près de 300 jours de détention, son cas rappelle celui de ces milliers de Camerounais encore détenus depuis 2018 et après la présidentielle de 2025. Alors, question, qui paye le préjudice ainsi subi par ces citoyens toujours en détention ou déclarés souvent non coupables? Ces sujets sont au menu de cette édition de Droit des Ponts. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre programme de décryptage de l'actualité tous les dimanches sur Equinox Télévision. Invité sur le plateau du débat ce dimanche, nous accueillons François-Xavier Onzinkam 4. François, bonjour, bienvenue, merci. Vous êtes journaliste et chroniqueur au quotidien privé Le Jour. Nous accueillons sur ce plateau également Roger Justin Noah. Merci Roger d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire national à la communication du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Edouard Fauchivier, militant et cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'RDPC. Merci Edouard de nous retrouver ce dimanche. Ce dimanche également, Edmond Kamgia est avec nous, journaliste au quotidien La Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse. Voilà pour notre panel de ce dimanche. Madame, Monsieur Massi nous fait confiance pour cette production dominicale. Il était absent du pays donc depuis 74 jours. Paul Biya a regagné Yaoundé cette semaine. Longue absence depuis 2 mois et qui a nourri de vives inquiétudes et de vives critiques sur sa capacité à gouverner le pays. Mais ce retour a relancé une fois encore les interrogations sur cette capacité du président à assurer ses prérogatives configurent la plus importante de l'État. Ses apparitions depuis son retour jeudi alimentent des débats sur la scène politique. Mais Roger Justin Noah, je vous passe la parole en premier. Est-ce que, en revenant au Cameroun tout de même, après un séjour inédit de plus de 2 mois à l'étranger, Paul Biya a réduit tout au moins l'intensité des inquiétudes autour de cette longue absence? Merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et saluer mes co-panélistes ainsi que vos nombreux téléspectateurs à la maison. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire 2 choses qui sont assez importantes. La première, c'est dire que les professeurs d'université, en réalité, doivent être les lumières de la société. Ils ne doivent pas être des agents de la médisance, de la désinformation. Nous avons suivi un éminent professeur, encore plus de sciences politiques,
qui a osé dire sur une chaîne concurrente que le professeur Maurice Kamto avait été gracié. Je voudrais lui rappeler, sauf s'il prend ses rêves pour des réalités, que ça n'a jamais été le cas, puisqu'il n'a jamais été condamné d'ailleurs dans cette procédure. Puisque pour être gracié, il faut avoir été condamné. Tout simplement. Voilà qui est dit. Merci. La seconde chose, c'est que l'autre jour, hier, en réalité, à la présidence de la République, j'ai été horrifié de constater qu'un ministre de la République, dans une photo officielle, porte plutôt le sac de la première dame. Je me suis demandé où va le pays. Est-ce que tout un ministre chargé de la promotion de la femme et de la famille peut se transformer en porteur de sac? C'est une image qui dépeint notre République. Et je souhaite que ce genre d'image ne se voit plus. Ce n'est pas bien pour notre pays. Sur l'autre question. Et maintenant, sur votre question. Oui, le président de la République en fonction est de retour au Cameroun. Les Camerounais sont contents de le voir de retour, puisqu'on s'inquiétait de cette longue absence, ce long court séjour, un de trop, parce que celui-ci est le plus long de son règne, 74 jours. Permettez-moi de dire que ces absences-là entraînent des conséquences. La première conséquence, c'est le ralentissement de la décision publique. Parce que voyez-vous, nous sommes dans un régime où tout dépend du président de la République. Même l'air que nous respirons, parce qu'il n'y a qu'à voir l'état d'immondice dans nos villes et pour lesquels on attend les dons officiels pour l'enlever. Le président de la République a du travail. Je pense qu'il avait demandé à travailler, eh bien qu'il travaille. Qu'il travaille d'abord à faire tenir le Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont déservés dans les quartiers. Deuxième chose, qui travaille à former un gouvernement. Ça fait 8 mois qu'on attend. La dernière chose, c'est très important que je le dise. C'est qu'il travaille, nous avons des élections municipales en vue. Il faut qu'il travaille à un décret modifiant celui du 13 avril 2007 sur le nombre de conseillers municipaux par commune. Merci. Donnez-moi une seconde, je termine avec ce point, parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez ces décrets-là, qui datent de 2007, vous allez constater qu'il n'est pas déjà conforme à la loi de 2004 sur les règles applicables aux communes, notamment l'article 25, qui indique le nombre de conseils municipaux en fonction de la population. Je prends trois exemples rapidement. Premier exemple, vous avez Okola. Dans ce décret-là, Okola, 34 conseillers. C'est la seule commune qui a 34 officiellement. Dans ce décret, 34 conseillers. Or, au dernier recensement, qui est le recensement 2007 publié en 2010, Okola avait 41 000. Donc Okola ne mérite pas d'avoir autant de conseillers. Je continue. Il y a ça rapidement, je termine avec ça. Ça avait 53 269 habitants en 2005. Donc, 31 conseillers, mais on en a 41. Pendant ce temps, vous avez une ville comme Bafia. Bafia avait 72 000 habitants en 2005. Vous savez combien de conseillers il y en a à Bafia? Ce décret 2007, 25. Voyez-vous le contraste? Il faut réviser tout ça. Il faut que... On nous dit souvent que M. Paul Biya était légaliste. Mais il faut qu'il montre qu'il est vraiment, parce que pour nous, il n'est pas. À partir du moment où il signe des décrets qui ne sont pas conformes aux lois de la République. Merci. François Xavier, Roger a fait une digression. Je vous répercute dans ma question. Est-ce qu'en revenant au Cameroun, Paul Biya réduit l'intensité des questions qu'il y avait autour de cette absence dont la durée a été inédite? Alors, je vais y répondre de manière précise, mais je vais commencer par répercuter un sentiment personnel. Cette spectacularisation et cette mise en scène autour du président Paul Biya me pose un vrai problème. À la fois, ceux qui l'orchestrent et ceux qui suivent ce mouvement-là. Parce que moi, je crois que c'est totalement contre-productif pour la République que nous voulons bâtir. C'est totalement contre-productif pour adresser les problèmes des Camerounais.
Et vous avez vu, le président est parti, nous avons eu une émission ici où nous débattions des circonstances dans lesquelles il est parti, où il n'y avait rien de précis. Nous avons eu en prêt des lanceurs d'alerte qui sont rentrés dans le jeu, nous annonçant son état d'agonie ou de mort, entre guillemets. Et puis nous avons ce retour presque en messie. Et moi je crois que c'est une construction, c'est un narratif du pouvoir pour essayer de nous distraire des problèmes cruciaux des Camerounais. Maintenant, sur la capacité physique du président de la République à gérer le pays ou pas, moi je ne l'attends pas dessus parce qu'il a 93 ans, 94 par là. On ne s'attend pas à ce qu'il soit dans une condition physique éblouissante. Mais là où on l'attend, c'est sur ses engagements. C'est sur les problèmes cruciaux qui minent les Camerounais. Et je souhaiterais que l'on se focalise plus dessus. Parce que épiloguer sur sa santé, sur le fait qu'il soit debout ou assis, c'est comme pour moi épiloguer sur le sexe des gens. Et moi, j'appelle les Camerounais au stoïcisme. Le stoïcisme, pour ceux qui ont fait leur classe de philosophie, peut nous aider actuellement. C'est quoi le stoïcisme? C'est agir sur ce qu'on maîtrise et laisser ce qu'on ne peut pas maîtriser à la providence. La mort d'un être humain appartient à la providence divine. Il faudrait qu'on recadre ceci de manière définitive et qu'on s'attaque au problème. Maintenant, moi, je vais répondre. Sur le scénario qui a été proposé aux Camerounais, évidemment, ceux qui doutaient, moi, je crois que ça leur conforte dans leur doute. Parce que ce que la CATV nous a, la science de l'image de la CATV a été tout à fait risible. Ridicule. C'est-à-dire, si on veut mettre en scène une arrivée comme celle-là, il faut s'entourer de certaines précautions journalistiques de production. Pour ceux qui ont fait de la production élémentaire, on voit bien qu'ils cachaient quelque chose, qu'ils ne voulaient pas trop à montrer pour qu'on ne voit trop peut-être l'état de défaillance physique du président de la République. Et moi, je crois que c'est une grave erreur, parce que ça aurait même rendu plus sympathique un homme de cet âge-là qui fait des efforts et puis qui se cachait, voudrait supposer qu'il y a quelque chose et qu'il ne se sentait vraiment pas bien. Et ça alimente des supputations sur sa réelle capacité physique à diriger le pays. Mais je ne sais pas si tu veux prendre la parole, parce que moi, je voudrais vite qu'on revienne sur les questions cruciales qui attendent le président de la République, sur ses engagements qu'il ne tient pas jusqu'à présent. C'est prévu, François. Edmond Kambiak, je vous pose la parole. Alors, pas d'image de Paul Biya se déplaçant à l'aéroport. Juste cette main devenue quasiment mythique depuis la vitre de sa limousine, saluant des militants du RDPC et autres Camerounais venus à sa rencontre à l'aéroport de Simalène. Comment est-ce que vous analysez ce choix opéré par les officiels camerounais? D'abord, avant de reprendre la question, je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont un an de plus aujourd'hui, comme moi, votre humble serviteur. Je remercie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour moi. À votre question, j'irai dans le même sens que le panéliste précédent pour dénoncer l'état spectacle, la mise en scène médiatique du retour du chef de l'État 74 jours après son départ du Cameroun le 7 juin dernier. C'était un spectacle indécent et indigeste dans une république exemplaire. Je ne dis pas en construction comme dirait l'autre. Dans une république exemplaire, on ne fait pas ça. Ce n'est pas bon pour l'image du Cameroun à l'extérieur. Voyez-vous, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, comme au palais de l'Unité, quelques heures après, il y a eu la théâtralisation, n'est-ce pas, de la sortie du chef de l'État. Et ce n'est pas de nature à rassurer les Camerounais. Non seulement sur tout ce qui se dit sur la santé du président de la République, mais aussi sur sa capacité à terminer le mandat qu'il a sollicité le 12 octobre 2025 auprès des électeurs. Je voudrais également dire que
tout ce qui s'est passé, je ne sais pas qui va emporter la responsabilité, je ne sais pas si c'est le cabinet civil qui gère en temps réel, n'est-ce pas, les déplacements du chef de l'État, la communication du chef de l'État, ou si c'est d'autres structures, d'autres organes qui s'y sont associés pour nous permettre de voir ce qu'on n'aurait pas dû voir. Pour nous permettre de réaliser qu'en réalité, on a montré aux téléspectateurs camerounais, dans les médias d'État et dans d'autres médias proches sur le plan éditorial que la chaîne publique ou la chaîne d'État, que le chef de l'État dont on attendait le retour n'a pas besoin d'être vu par les Camerounais. C'est ce qui s'est passé le jeudi dernier, quand il est arrivé. On a vu une main. On ne sait pas si c'était sa main ou celle d'un autre citoyen. Après des dans images, la voiture du chef de l'État. Après des images en différé tout de même, où il salue ses proches collaborateurs. Rien ne nous garantit, rien ne nous dit, on n'a pas vu son visage. J'aimerais bien, si sur ce tableau, un Camerounais a vu le visage du chef de l'État à l'aéroport et pendant qu'il se rendait au palais de l'Unité, qu'il nous dise s'il a vu le chef de l'État. Je ne connais pas un seul confrère d'une chaîne camerounaise ou de la chaîne d'État qui peut me dire qu'il a vu le chef de l'État à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et dans son parcours jusqu'au palais de l'Unité. On l'a vu plutôt hier, samedi, lorsque il devait recevoir les Lions indomptables et les féliciter. Dans une autre mise en scène organisée, une piètre mise en scène, je peux ajouter, pour dire qu'en réalité, on n'avait pas besoin de ça. Parce que le Cameroun, il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux qui interpellent le Cameroun aujourd'hui. On a beaucoup trop de problèmes. Et le premier de ces problèmes, c'est l'inertie, l'immobilisme. Le gouvernement ne fonctionne pas depuis que le chef de l'État est parti. D'accord. Alors, c'est l'immobilisme total. Rien ne bouge. Édouard Fauchivé, Paul Biya n'est pas un adepte du spectacle. On commentait ainsi le confrère de la CRTV qui proposait cette arrivée en retransmission directe sur la chaîne publique. Est-ce que ce choix de la discrétion doit rassurer ou inquiéter les Camerounais? Avant de parler de cette inquiétude que vous voulez, je voudrais tout à l'heure convoquer Claude Chabrol, qui va beaucoup m'inspirer pour cet échange d'aujourd'hui, et dit que m'inquiéter du fait que lorsque, en face d'une société, nous avons la haine, nous avons la méchanceté et la bêtise, je dis bien bêtise, bêtise pour dire ici manque d'intelligence, quand ces trois concepts envahissent une société, il faut s'inquiéter. Ça, je vous le dis. Je vous l'ai dit d'autant plus que je convoquais Chabrol tout à l'heure pour parler de cette bêtise qui dit lui-même que la bêtise est plus fascinante que l'intelligence. Et derrière ceci, l'intelligence d'un être humain a des limites, alors que la bêtise n'a pas de limites. Lorsque j'ai dit tout ceci, vous comprenez parfaitement que, et je vais dans le sens de François, on ne peut pas s'intéresser aujourd'hui à la personne de Fauchivé au lieu de s'intéresser aux idées pour le développement de cette société. C'est pour ça que j'ai fait appel à Chabrol. Les Camerounais, écoutez par exemple un expert en communication. Lui développe le fait qu'on a titralisé, on a fait ceci, tout ça. Le Cameroun a des problèmes. Et vous posez. Je vous relance. Est-ce que Fauchivé, passez-moi le mot, et Paul Biya ont le même statut? Non, j'ai pris mon cas pour dire que ce n'est pas parce que je suis brun, vous êtes noir, qu'on va s'intéresser à ma couleur. C'est pas parce que lui, François l'a dit, c'est pas question de l'âge, c'est pas question. Les Camerounais s'intéressent à la manière, à la marche. Écoutez un journaliste, on a vu le bras. Mais hier, il ne dit pas, pour continuer dans son raisonnement, que le président de la République a fait un discours de félicitations hier. Il décrive
Noah décrit ce que lui, Noah décrit comme qu'un ministre a pris le sac de la première dame. Mais il devait commencer d'abord par ce qu'il regarde les Camerounais. Féliciter le fait que le président de la République a reçu les Lions indomptables pour cette victoire commune et qu'on a vu le président, au niveau du discours, s'adresser aux Camerounais pour lever l'équivoque de quoi? L'équivoque du fait que lorsque le président est en séjour privé, les journaux et les télévisions au niveau international, certaines radios et télévisions locales ont décrété une vacance du pouvoir. Je le dis à haute voix. Donc, si moi j'étais à la place du cabinet civil, j'aurais fait la même chose pour montrer que celui à qui vous avez donné, n'est-ce pas, le pouvoir de diriger les Camerounais est là en vie. Il a fait le discours hier. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui parlait aux Lions indomptables? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui causait avec les Lions indomptables? Soyons quand même précis, regardons devant nous, laissons comme François l'a dit, et c'est pour ça que j'ai fait appel à Kaboul. Kaboul pour parler de laisser les bêtises à côté et regarder aujourd'hui le cahier de charges que nous lui avons donné. Essayons de voir si ensemble nous pouvons mettre la main pour que le Cameroun continue à être ce qu'il est. La victoire des Lions indomptables, il a permis aux Camerounais de regarder ensemble vers une même direction, de se rendre compte que nous sommes une nation. Pourquoi ne pas utiliser cette victoire pour laisser les bêtises et regarder ensemble vers une même direction. Edouard, je vous relance. Alors, la CATV a mis en branle près de 200 de ses personnels pour cette retransmission en direct à la chaîne publique, pour cette arrivée à Simalène. Comment comprendre qu'on a privé les Camerounais, parmi lesquels les militants du RDPC, de communier comme on se serait attendu avec le chef de l'État? Vous serez attendu à quoi? Dites-moi ce que vous serez attendu à quoi? C'est vous qui devez donc d'abord dire, vous serez attendu à quoi? Ça dépend de ce que le cabinet civil et les services du protocole veulent définir. Si vous attendez à quelque chose, dites que voilà ce que vous attendez. Tantôt, ce n'est pas le président de la République qui était dans la voiture du président. Mais personne n'a dit autour de cette table que, comme moi je le dis, je félicite le discours du président de la République adressé aux Lions indomptables vainqueurs de la Coupe des Nations. Voilà, on l'a vu, c'est lui qui parlait. Alors vous voulez que la CRTV montrera le président de la République dans l'avion, descendant de l'avion, c'est ce que vous voulez? Alors, si la CRTV n'a pas fait donc ce que vous voulez, il faut savoir... Il ne s'agit pas de moi. Mais oui, mais je parle de vous. Je n'ai pas de soin sur ce plateau. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ceux qui sont à l'extérieur, j'ai convoqué Cameroun tout à l'heure, pour dire laissons les bêtises et regardons en face de nous ce qui peut permettre au Cameroun de se relever. Les sujets que vous avez mis sur la table, nous allons discuter parce que ça fait partie de la vie quotidienne des Camerounais. Laissons l'âge du président, laissons le bras du président. Le président a parlé hier. Est-ce que c'est la voix du président? Oui. Est-ce que c'est le président qui discutait avec les Lions? Oui. Notre président est en vie. Que l'Éternel continue à le garder jusqu'au jour où il appellera. Roger Justin Noah, les Lions ont été reçus hier par le couple présidentiel à Etoudi après leur expédition glorieuse à l'occasion de la 14e Coupe d'Afrique des Nations féminines, un marqueur de la reconnaissance de la nation à ces champions d'Afrique en titre. Je voudrais d'abord réitérer nos félicitations aux Lions, pas à votre président. J'ai dit enfin. Aux Lions, les indomptables qui ont fait ce qu'on attend depuis de nombreuses années. Vous savez que c'est la 4e finale qu'elles jouaient après 3 demi-finales infructueuses en 2004, 2014 et 2016, si je ne me trompe. 3 finales. Oh, oui, jusqu'ici. 3 finales, effectivement. Mais celle-ci est heureuse. Donc, c'est des félicitations. Maintenant, je comprends bien que M. Fauchivé veut le faire, ce dont nous accuse souvent, de la récupération sur cette victoire des Lions. Peut-être pour dire que ce sont eux qui ont tout mis en place. Mais il n'y a qu'à voir le départ de ces dames du Cameroun. Elles ont été laissées à elles-mêmes, abandonnées à elles-mêmes.
C'est lorsqu'elle gagne qu'on dit « Ah, les Lions indomptables ». Et c'est ça la politique sportive dans notre pays. C'est-à-dire que lorsqu'il faut aller à une compétition internationale, quelquefois vous vous battez de vos propres moyens, mais dès qu'il y a une victoire, le régime accourt comme un manger après une pièce pour dire revendiquer, n'est-ce pas, cette victoire-là. On a eu pas mal d'athlètes qui ont vécu cette situation. Non. Alors que vous n'avez mis en place aucune politique véritable d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Vous êtes spécialiste de la récupération des victoires. Soit, ok, cette victoire même, c'est vous-même qui êtes allé jouer à travers les dames là, c'est vous qui jouez plutôt. Il faut dire ça comme ça. Mais je suis outré que M. Fauchivé qualifie de bêtises ce que les interrogations, les questionnements des Camerounais qui ont effectivement le droit de savoir en tout temps où se trouve le président de la République. Peu importe comment il a été élu, mais il est là. Donc on doit savoir exactement, parce que c'est un droit, le droit à l'information du peuple camerounais, savoir où se trouve le premier d'entre eux, en tout temps. C'est pas la première fois qu'un chef d'État met aussi long à l'étranger, il y en a qui ont fait même plus que ça. Mais le peuple était informé minute par minute de ce qui se passe, pourquoi il est à l'étranger et ce qui s'y passe. Mais chez nous, c'est l'obscurité totale. On cache tout, on ne veut pas que le peuple le sache. Mais moi, je tiens à dire que ces longs séjours-là, en dehors de la conséquence que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le lancement de l'action publique, il y a même le coût économique, le coût financier. Il y a l'Organized Crime and Corruption Reporting Project qui a essayé d'évaluer cela. Ça fait 110 milliards le coût de ces longs courts séjours à l'étranger du président de la République depuis qu'il est là. Et imaginez un peu ce que ça fait, ils sont pareils. Je voudrais vous dire qu'ils sont pareils, 110 milliards. Ça fait 2200 bâtiments de 2 classes dans notre pays. Ça veut dire quoi? Chaque arrondissement aurait pu avoir 5 bâtiments de 2 salles de classe. Quand vous imaginez qu'il y a des régions qui n'ont même pas, où les élèves s'asseyent encore à même le sel, n'ont pas de salles de classe. Ça aurait pu construire 6875 forages. Et si vous savez qu'on a 350 communes, ça fait 18 par commune. Ça aurait pu encore ça aurait pu encore permettre de construire pas mal d'autres infrastructures, des routes nationales au moins 18 km. Mais vous savez l'état de la route, Douala-Bafoussam. Donc cela a véritablement un coût économique. Et on doit en parler. Et donc on ne peut pas qualifier de bêtises ce que pensent les Camerounais. Monsieur Paul Biya a dit, nous avons dit, monsieur le président, il est temps que vous allez rentrer au village. Il a dit non, je ne rentre pas au village. Je suis encore en capacité de travailler. Mais nous lui demandons, monsieur le président, travaillez donc, vous avez dit que vous voulez travailler. Travaillez. Et le travail, ce n'est pas à Genève. Le travail, c'est à Yaoundé. La Constitution du Cameroun dit que le siège de l'institution, c'est Yaoundé. Ce n'est pas à Genève ou nulle part ailleurs. Il a voulu travailler bien. Nous ne nous procurons pas de son âge. Ça nous importe peu. Nous lui disons seulement, monsieur le président de la République, vous avez dit que vous voulez travailler même de force. Travaillez donc. Pour que le Cameroun aille mieux. Il n'y a qu'à voir. Si vous avez lu les derniers rapports, je pense que c'est de la Banque mondiale, sur le plan économique, c'est un désastre. Allez voir comment ils sont dilapident l'argent des Camerounais dans ce qu'ils appellent les projets d'investissement public, qui sont mal maturés et par conséquent on dépense de l'argent inutilement. C'est ça la gouvernance de M. Paul Biya. Et c'est pourquoi nous voulons toujours savoir, nous lui demandons de rentrer au Cameroun, rester à Étouni comme il a voulu bien rester, mais à condition qu'il travaille. François Yonditam, pour un chef d'État, qu'est-ce qu'une cérémonie comme celle d'hier représente? On a l'impression que Paul Biya tenait absolument à cette cérémonie de réception des Lions. Oui, d'autant plus qu'on a aussi l'impression que quelqu'un d'autre voulait s'approprier cette victoire. Suivez mon regard, je ne voudrais pas prononcer son nom, de peur de subir les foudres de ses partisans quand je sortirai de ce studio. Non, Samuel Eto'o voulait récupérer cette victoire et le président a dû courir pour dire, après tout,
c'est la mienne, c'est moi le chef C'est l'État. d'État. Sauf que C'est l'État. sauf que moi, L'État. sauf que moi, Pas non, Biya, c'est non, l'État. non, c'est non, l'État. non, Non, il faut Fauchivet, corriger. C'est pas Biya, l'État. tout à fait, peut-être. Mais moi, j'aurais même une autre expression beaucoup plus simple. Pour moi, c'est la victoire du peuple camerounais. Oui, l'État. Oui. Du peuple camerounais, pourquoi? Parce que quand on parle d'État, ces filles vont à ces tous. compétitions avec l'argent du contribuable. Oui. Tout à fait. C'est nous qui finançons ces L'équipe compétitions, nationale. et grassement. Donc quand elles gagnent, c'est d'abord notre victoire parce que c'est nous qui les avons accompagnées Et le président l'a dit. financièrement et même, président l'a dit. émotionnellement Oui. tout au long de ce parcours. Donc il ne fallait pas que Paul Biya rate cette occasion. C'est normal. Moi, ce n'est pas ça mon problème, ok? Le problème, monsieur nous a parlé tout à l'heure de récupération grossière, c'est ça qui gêne, vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui ne travaille pas en profondeur sur la structuration du football camerounais, mais qui s'empresse de récolter les lauriers. Par exemple, pour ceux qui suivent le football comme moi, vous auriez dû comprendre, on aurait dû comprendre que ces victoires-là auraient dû induire un développement du football local que l'on ne voit pas jusqu'ici. Le football national est totalement indigent. La plus-value que ça aurait pu apporter, ça aurait été la construction d'une véritable industrie du football. Et je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent, qui balayent, le football n'a jamais développé un pays, machin, ça c'est de l'ignorance totale. Le football peut ramener, les études l'ont montré, jusqu'à 0,5% de croissance dans un pays comme le Cameroun, s'il est bien organisé. Le problème avec le gouvernement que défend M. Fauchivet, c'est qu'ils sont seulement à la récupération. Je défends pas un gouvernement. Non, ils n'ont Il pas, faut ils n'ont- corriger. ils n'ont pas, ils n'ont pas de perspective pour je suis pas développer porte-parole de du manière endogène le football national et ils s'empressent de récupérer les victoires. Et je vais vous dire, la victoire, non, je vais arrêter maintenant. La victoire que l'on voit aujourd'hui, tout comme les victoires précédentes de 2002, sont d'abord le fait d'entreprises privées. Est-ce que Oui, vous le savez? oui. Ici, on récolte l'implication de Guinness. Je suis obligé de les citer. C'est eux qui soutiennent ce championnat depuis bien avant l'arrivée de M. Samuel Eto'o. Et en 2002, tout le monde sait que sans la KSA et sans les brasseries du Cameroun, il n'y a jamais ces victoires. Excusez-moi, je suis obligé de citer ces partenaires privés. Derrière, vous n'avez rien. Le centre, l'académie, soi-disant que... L'ANAFoot a déjà produit quel talent, quel joueur. Où sont les locaux, où sont les infrastructures, où sont les terrains de jeu? Ils n'en ont pas. Alors, moi, je voudrais donc dire, il est venu, il a voulu sauter sur cette victoire pour récupérer. Mais, Donald, tu passes autant à me reprendre la parole. Oh, moi, je veux interpeller le président de la République sur ses engagements, y compris vis-à-vis de la jeunesse qu'il semble vouloir célébrer aujourd'hui. On y va tout de suite. Je passe d'abord la parole. Tu l'auras promis, François. Alors, les dossiers qui attendent Paul Biya sont nombreux, à commencer par la nomination attendue, Edmond Kamia, du vice-président de la République. Alors, s'il nommait aujourd'hui ce vice-président, Edmond, il éclaircirait l'horizon ou alors il ouvrirait officiellement la bataille de succession autour de lui. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais dire un mot encore sur le sport pour dire que les Camerounais attendaient leur chef d'État, qu'il réclamait depuis plusieurs semaines. Enfin, il est revenu. C'est vrai, son retour est forcément lié à la victoire des Lions indomptables du Cameroun lors de la CAN féminine au Maroc. C'est clair, tout le monde le sait. Mais en même temps, il ne pouvait ne pas venir. Au-delà du débat sur la récupération politique, il était juste qu'il revienne. Parce qu'il a toujours été là pour les garçons. Ça aurait été injuste qu'après avoir célébré les victoires des Lions indomptables, version masculine, de manière régulière, cohérente, pendant des décennies, que la première fois que les Lions indomptables du Cameroun remportent enfin le trophée, le premier trophée, après avoir participé à 4 finales, remportées, après avoir perdu 3 finales, remporté la dernière, il fallait qu'il soit là. Pour des questions de genre, des questions de justice, et en tant que chef de famille. Oui. Donc, c'est important de souligner ça. Il devait être là. Sur la perspective de nomination d'un vice-président. Oui. Oui. Nous réclamons. Est-ce qu'il rassurerait, ou plutôt il ouvrirait officiellement, certains disent que la bataille est déjà féroce, est-ce qu'il ouvrirait, est-ce qu'il sonnerait le glas des batailles de succession qui font rage dans l'espace public depuis quelques années maintenant? Oui, c'est un débat qui fait l'actualité.
depuis le 14 avril 2026, depuis la révision constitutionnelle qui a permis de faire ramener le poste de vice-président de la République, on attend que le président de la République nomme un vice-président de la République pour sortir de ce que j'ai appelé le chaos institutionnel. Parce que s'il n'y a pas de vice-président, nous aurons beaucoup de problèmes dans ce pays. Parce que c'est le vice-président qui peut saisir. Depuis le 14 avril 2026, c'est le vice-président qui saisit le Conseil constitutionnel en cas de vacance de la présidence de la République. Un pouvoir qui hier, autrefois, était attribué au président de l'Assemblée nationale, qui ne peut plus. Donc, s'il n'y a pas de vice-président, en cas de vacances de la présidence de la République, il n'y a personne pour saisir le Conseil constitutionnel qui ne peut pas s'auto-saisir. Est-ce que Paul Biya est embarrassé par l'idée de nommer un vice-président? Apparemment, oui. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a la guerre de clans. Il y a plusieurs clans. Il y a des prétendants dans chaque clan. Et en tant que président de la République, il doit faire des choix. Forcément des choix. Il a le pouvoir discrétionnaire. Il doit bien choisir. Mais la question aujourd'hui, est-ce qu'il a la volonté de désigner un président de la République? C'est ma principale question. Réponse? Un vice-président de la République. Un vice-président. Un vice-président. Une réponse? Ma réponse, c'est que je n'ai pas le sentiment qu'il est pressé de nommer un vice-président de la République à l'heure actuelle. D'accord. Or, s'il avait nommé, ça réglerait beaucoup de problèmes. Edouard Fauchivet, à propos de ce poste de vice-président, est-ce que Paul Biya peut ouvrir une boîte à Pandore incontrôlable, y compris pour lui-même? Comme je convoquais Claude tout à l'heure, je veux convoquer la Bible maintenant pour arriver à votre réponse. Je vois aujourd'hui le président de la République a une image que nous connaissons tous, celle de Moïse, qui descend du mont Sinaï avec les 10 commandements. En montant, le peuple reste et veut un Dieu face à eux, se fabrique des objets. Et lorsque Moïse descend avec les 10 commandements, le peuple de Dieu s'est fabriqué des dieux, louant les statues, etc. Mais les 10 commandements que Dieu lui-même a façonnés a permis à Moïse de reprendre la route de la terre promise. Traduction? Les différents problèmes que le Cameroun aujourd'hui vit et le retour du président nécessite qu'il y ait de réponse. Et donc, automatiquement, il a les 10 commandements en main pour sortir de là. Et donc, je réponds donc à votre question pour dire que si, parmi les problèmes que le peuple camerounais aujourd'hui revendique pour la stabilité économique et politique, il s'agit du vice-président, un vice-président sera nommé. Et comme vient de l'analyser Edouard Kamia, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des enjeux. Étant donné que la Constitution aujourd'hui demande que la nomination du vice-président, que le vice-président soit celui-là qui peut créer une continuité politique, il faut quand même se poser des questions. On ne peut pas prendre M. Noah pour nommer, vous comprenez ce que je veux dire. Si c'était autour de cette table, je serais le mieux placé. Vous comprenez? Et c'est clair que si c'est entre nous 5, je serais le mieux placé pour être vice-président. Pas Noah. 4 mois ne sont pas suffisants pour avoir un profil. Oui, mais ce n'est pas une telle position Vous dites d'ailleurs. 4 mois. 4 mois depuis avril, depuis la dernière réforme constitutionnelle. Ça dépend. Et vous savez, je reviens sur ce que François vous a dit. Laissez les histoires de temps d'âge. Ça dépend. Aujourd'hui, je vous ai dit, Moïse est descendu avec les 10 commandements. Parmi ces 10 commandements des Camerounais aujourd'hui, si une inquiétude était le gouvernement, la nomination du vice-président, il faut qu'il y ait gouvernement, il faut qu'il y ait nomination. En fait, il faut que autour de Moïse, le peuple se réunisse pour reprendre la marche vers la terre promise. Derrière Paul Biya, président de la République, le peuple camerounais, y compris Noah, y compris les autres, François et Edmond, tous, nous devions, au vu de ce qui va donner comme impulsion de la nouvelle vision de nouveaux hommes, nous devons l'accompagner pour que le Cameroun reste le Cameroun. Roger Justin Noah, pour le RDPC, si on comprend bien, il n'y a pas d'urgence. Je rappelle tout de même que ce poste, il est optionnel. Il peut être pourvu ou non, d'après les thèmes de la Constitution récemment réformée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Je suis
chaque fois surpris par nos compatriotes de RDPC. Ils veulent dévier, ils veulent chaque fois utiliser des analogies bibliques comme pour dire que Monsieur Paul Biya est un Dieu. Hier, quelqu'un parlait du Créateur. Aujourd'hui, lui, il le compare à Moïse. Donc, il est revenu de Genève avec les 10 commandements. Bon, attendons, non. Mais c'est ça. Il va nous lire les 10 commandements. Voilà. Mais Ce sont les inquiétudes. En ce qui nous concerne, Voilà. vous avez essayé de dire que nous ne sommes en rien intéressés par un poste de vice-président de quoi que ce soit, parce que c'est la réforme qui a mené à cela, nous l'avons dénoncé. D'ailleurs, nous l'avons dit, et d'ailleurs, il y a même certains d'entre vous l'ont confirmé, que ça a été une réforme mal pensée. Nous ne critiquons pas la Constitution. C'est déjà fait. On n'est pas dans le critique Ne de me la prêtez Constitution. pas les mots. Moi, nous critiquons. Et c'est notre droit, parce que nous sommes citoyens de ce pays. Et nous vous disons, parce que vous avez abusé de votre majorité au Parlement pour imposer une réforme constitutionnelle qui n'avait pas lieu d'être. Et d'ailleurs, qui elle-même est anticonstitutionnelle. Mais vous feignez de l'ignorer, tout simplement. On est encore voilà, là. c'est ce que nous La disons. Constitution dit de nommer un vice-président. Point. Et il y aura. Commencez par mettre en place un gouvernement. Il a annoncé le gouvernement en décembre 2025. Il y aura. Aujourd'hui. Il y aura. Commencez par là. Il y aura. Le reste, la prise prudence, ça vous intéresse. Il n'y a pas de parce que c'est problème, une il y aura. réforme qui n'avait pas lieu Il y aura. d'être. François, est-ce que 10 mois après la mise en place, justement, 10 mois après la dernière élection présidentielle, pardon, le Cameroun peut se passer, doit-il se passer d'un nouveau gouvernement? Non, c'est une incongruité, tout le monde le sait. C'est clair. Tout le monde le sait. Et je voudrais légèrement revenir sur ce qu'on a dit précédemment et accorder quand même des circonstances atténuantes sur ceux qui se focalisent sur le physique, sur la capacité physique de Paul Biya à diriger. C'est simplement parce que, Edmond l'a dit, on a un problème avec la décision publique. On a un vrai problème. On a l'impression que les dossiers traînent et qu'il n'y a personne pour trancher. Moi, je vais vous prendre un petit exemple. Oui, oui. Il y a la Somdia que vous connaissez qui avait Sosucam, qui a décidé de partir. Il y a un consortium de 5 hommes d'affaires camerounais de haut vol qui se sont réunis, qui ont fait une offre intéressante pour reprendre cette société. Pour moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique. Que les Camerounais prennent une société comme celle-là et qui génère des emplois, que ce soit aux mains des Camerounais, ce serait un bond en avant extraordinaire. Mais vous savez quel est le sort qui est en train d'être réservé à l'offre de ces 5 Camerounais? Pour des raisons soit dites en passant, certains évoquent le tribalisme. Moi, je crois même qu'au-delà du tribalisme, il y a beaucoup qui veulent que la proportion de sucre produit localement soit toujours basse pour qu'on continue pour qu'il y ait les importations. C'est plutôt ça. Voilà. Quand vous voyez ça, on attend le président de la République sur ce genre de sujet. Un autre sujet. Oui. Récemment, quand j'étais sur cette émission, on a évoqué le départ du Norvégien qui liquéfiait le gaz Au lac de Kribi, C'était un autre Gola. sujet. Oui. tout à fait. Qui va nous faire perdre de manière sèche entre 250 et 300 milliards de francs CFA. Quand vous rajoutez les pertes en recettes pétrolières, qui elles sont dues au fait que les puits arrivent à saturation, on est dans l'ordre de 500 milliards. Personne ne vous dit exactement comment on va combler. Quand le ministre des Finances, le ministre des Finances s'en va endetter le pays à des sauts prohibitifs, il faut bien comprendre, il va chez des commerciaux pour prendre l'argent. C'est parce que notre situation, notre signature, c'est-à-dire, est critique. C'est difficile aujourd'hui de s'endetter chez des gens qui vont nous vendre l'argent moins cher, comme on dit au quartier. La situation, Bloomberg l'a dit, la situation actuelle de l'économie camerounaise est catastrophique. Donc voilà des sujets sur lesquels on doit pouvoir parler de manière récurrente. Et je vais juste dire un mot sur la vice-présidence pour dire, je ne suis pas d'accord avec M. Noua qu'on dise, bon, il peut nommer, il peut ne pas nommer, non. C'est ce que prévoit la loi. Oui, non. Quand il dit que ça ne nous intéresse pas, il faut faire très attention. Puisque M. Fauchivet l'a dit, la Constitution, c'est passé déjà. On n'a pas pu... Nous étions tous contre. On n'a pas pu avoir la masse critique pour s'opposer. Donc il faut nommer. Oui. Donc maintenant qu'il faut Pour nous, nommer... c'est pas passé. Peut-être c'est passé pour vous, mais François, allez-y, oui. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention
Parce que quand vous voyez l'armature constitutionnelle au Cameroun, naturellement, ce n'est pas le vice-président que le président va nommer, c'est un président. C'est un président qui sera... C'est pour ça Et c'est ce que je disais. Il faut le dire aux Camerounais. Et vous ne pouvez pas banaliser ça. Non, il faut être très attentif. Il faut être très attentif au choix qui sera fait et s'organiser comment est-ce que nous allons porter la contradiction à celui-là qui va prendre le relais. Parce que c'est en fait ça qui se prépare. Et votre président... Une seconde là-dessus. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. D'autant plus que votre président a été très avisé de parler de gré à gré. Il avait très tôt. Mais c'est ça qui est en train de se faire. Comment vous pouvez venir faire comme si vous ne voyez pas ça? Vous ne pouvez pas être en avance comme ça et puis aujourd'hui où il faut agir, vous semblez vous rétrater ou vouloir regarder un spectateur. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, moi j'ai parlé des promesses du président et c'est là où moi je l'attends. Le président de la République, en fait, il est passé en force. Tout le monde l'a vu, mais on l'accepte comme président de fait. Quand il est investi, moi j'ai préféré écrire, parce que au lieu de paraphraser, ne pas oublier. Il dit ceci: la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de notre action. Ils envisagent de mettre en œuvre dans les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes. Il le dit, dans les premiers mois. Premiers mois, bon, l'année est en train de finir dans quelques mois, on n'a rien vu du tout. Discours de fin d'année 2025. Des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière spécifique vos conditions de vie. Il s'adresse aux Camerounais. Vous avez l'impression, M. Fauchivi, que depuis qu'il a dit ça, nos conditions de vie ont bougé d'un iota. Je crois que ça s'est plutôt empiré puisque nous vivons dans des poubelles en plein cœur de Yaoundé et de Douala. Alors, dans son discours à la jeunesse, là, il a été plus précis. Non, à la fin même, il dit c'est à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dès les prochains jours. Quand le président parle et qu'il donne comme ça un timing précis, et que 6 mois, 7, 8 mois après, on n'a rien, vous comprenez que des gens s'interrogent sur sa capacité à gouverner. Est-ce que c'est lui qui rédige les discours? Si ce n'est pas lui qui le fait à la place, pourquoi est-ce qu'il se prononce et qu'on ne voit rien arriver après? Il y a un problème. Et pour finir, février toujours, il parle de 50 milliards. Et là, moi, je vous ai dit récemment, j'ai été interpellé par plusieurs jeunes qui m'ont dit, les 50 milliards, on fait comment pour y accéder? Est-ce que c'est disponible? Comment est-ce qu'il faudra monter des projets? C'est le flou total. Il faut qu'on attend le président de la République sur ces questions-là. Vous aurez la parole. Je vous la passe tout à l'heure, c'est promis. Herman Gamia, c'est un partisan du pouvoir, annonce que Paul Biya prépare un chamboulement. C'est pour cela que tout cela traîne. Je parle de la mise en place du gouvernement. C'est possible un chamboulement? C'est souhaitable ou c'est de la propagande? C'est souhaitable. Le gouvernement annoncé en décembre par le président Paul Biya est très attendu. C'est souhaitable, et je l'ai dit dans mon premier propos, qu'il y a inertie, il y a immobilisme, rien ne bouge. On a même le sentiment que les budgets opérationnels, les budgets ne sont pas opérationnels dans la plupart des ministères. Et les hommes d'affaires qui traitent avec le gouvernement ont de la peine, n'est-ce pas, à se retrouver dans les sommes qu'ils ont investies, notamment dans les marchés publics. On est dans une situation où il y a trop de blocages. Et il n'était pas bon que le chef de l'État ne soit pas là, qu'il soit à l'étranger pendant que le pays tourne en rond, pendant qu'il y a la procrastination. Nous pensons que maintenant qu'il est là, l'une des premières mesures à prendre, nous espérons que ce sera la nomination du vice-président de la République, 1. 2. La formation d'un nouveau gouvernement. 3. La tenue d'un conseil ministériel. 4. La tenue du conseil supérieur de la magistrature. Pour commencer, je pense que s'il passe par là, si ces 4 mesures sont prises et mises en pratique, je pense qu'on va commencer à voir le pays bouger. D'accord. Edouard Fauchive, est-ce que Paul Biya est en face d'un bras de fer avec son entourage pour, après 10 mois d'une présidentielle très disputée où il a eu un score historiquement très faible
qu'il ne mette pas en place un nouveau gouvernement. Est-ce qu'il est satisfait de l'équipe qui est en place, qui a été éclaboussée par plusieurs scandales, hein? Lorsqu'on voit aujourd'hui la physionomie politique et économique du Cameroun, il faut s'inquiéter. Et François a pris des exemples précis, par exemple l'histoire de Sombi, etc., le gaz dont on va discuter. Il y a un problème de renouvellement des hommes. Il vient de le dire. Ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème des Camerounais, dont nous, là autour de la table, pas s'arrêter comme Noah sur des petites choses. Il faut regarder le Cameroun en macro. Ce n'est pas micro. Et je suis d'accord avec François. C'est une petite chose. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, même s'il y a un chamboulement, il faut quand même donner aux Camerounais aujourd'hui cette impulsion pour repartir. Vous voyez, quand prenez une seule boque pour les 100 mètres, vous voyez l'énergie qui débloque afin de se lancer. C'est de ça qu'il s'agit. Une nouvelle énergie, donc, pas une vieille énergie. Une nouvelle énergie, vous le dites bien. Mais une nouvelle énergie... Ce ne sera pas le RDPC, cette nouvelle énergie. Vous, si vous permettez, en attendant, c'est nous qui dirigeons. Et on ne peut donc pas, vous ne pouvez pas parler d'énergie quand vous n'êtes même pas sûr de participer à une élection s'il y a un présidentiel. Laissez-nous au moins se le dire. Donc, cette énergie dont je parle, c'est les nouveaux hommes. Et François vient de dire, dans sa politique aujourd'hui, de sa prochaine vision, il s'articulait autour des femmes et des jeunes. Il faut mettre ça en pratique. Il a cité et il a oublié les directeurs généraux. Ah oui, les directeurs généraux. Là, son discours du 10 février à la Voilà. La nomination des directeurs généraux. Et donc, pour dire quoi? Pour dire aujourd'hui que ce n'est pas question, et c'est pour ça que je dis de regarder le Cameroun en macro. Si aujourd'hui, Donald, le président a besoin de vous, il faut que vous partez. S'il a besoin de Noah, il faut que Noah parte. Il s'agit des Camerounais. Laissez Noah tranquille. S'il vous plaît, nous ne sommes pas dans une télévision. Baba, si tu veux, ici on discute. Donc je dis que dans la nouvelle configuration énergétique en termes de ressources humaines, c'est un problème de Camerounais. Camerounais de la diaspora, Camerounais d'ici et d'ailleurs, du privé comme de l'administration, l'essentiel étant le respect des cahiers de charges et des objectifs atteints. Oui, j'ai failli vous demander, est-ce que 10 mois, ce n'est pas suffisant pour trouver ces hommes? Mais la question, je la pose à Roger Justin Noah. Roger. Oui, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose de très important pour nous. Je pense que en 2019, le président Maurice Kamto a été le premier de lancer dans l'espace public cette notion, il a redit, de la succession des gré à gré. À l'époque, on nous traitait pour des affablateurs, mais aujourd'hui, on se rend compte, surtout avec la réforme constitutionnelle qui sont imposées au Cameroun en avril dernier, que cela est en train de se mettre en place. Mais nous ne banalisons pas. Non, nous disons seulement que nous ne voulons pas parler de cela parce qu'ils ont déjà lancé la machine. Cependant, nous, MSC, nous dénonçons toute la manigance et nous demandons maintenant au peuple camerounais de réagir. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Il n'appartient pas au RDPC. Et il faut être clair, le RDPC a peur. Il faut que le peuple camerounais prenne le pouvoir. Nous disons aux Camerounais, continuez à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allez voter le mois venu si tant que l'élection se tient effectivement en février prochain. Et surtout, suivez plus qu'en le 12 octobre dernier vos votes dans les bureaux de vote à travers le pays. Parce que ce régime cherche à se maintenir par tous les moyens illégaux au pouvoir. Nous disons aux Camerounais, faisons attention. C'est ensemble que nous allons vaincre cette dictature. C'est ensemble que nous avons renvoyé ces gens au village. Parce qu'ils n'aiment pas le village, ils n'aiment que la ville. Et j'ai dit que les Camerounais ne se disent pas que le changement ne peut advenir que par l'élection présidentielle. Nous avons une chance ultime en février 2027. Il faudra que les Camerounais
permettre au MRC d'avoir la majorité absolue au Parlement Ça, et c'est nous pas aurons le possible. changement dans ce pays. C'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Aussi simple que ça. Donc, préparons-nous à affronter ces régimes. Cela ne veut pas dire banaliser. C'est que l'histoire de vice-président, nous ne voulons pas en parler parce que ce n'est pas important pour nous. C'est dans la continuité de ce que nous avons dénoncé. Mais nous disons, voici ce qui est important maintenant. Préparons le changement, allons nous inscrire, allons voter massivement, suivons nos votes et nous aurons le changement. Comme on l'a eu, mais on l'a confisqué le 12 octobre dernier. Sur le temps long que le chef de l'État met pour mettre en place cette équipe, comment vous analysez, François? Oui, c'est la manifestation des antagonismes, si ce n'est, je sais pas, l'incapacité du chef à décider. C'est-à-dire que actuellement, on voit bien qu'il y a un émiettement du pouvoir. Il y a des pôles de pouvoir qui se neutralisent. Et comme pour ce qui est du vice-président, je le disais tout à l'heure, c'est une nomination qui risque d'engager le devenir de ce pays. Évidemment, on imagine que les gens, et vous voyez, ils se donnent des coups les plus violents en Mondovision. Donc ça va continuer comme ça. Mais moi, je crois que nous qui travaillons à une alternative crédible dans ce pays, nous devons sortir du tourbillon, y compris du tourbillon des réseaux sociaux, pour faire une offre sereine, pour être anticipatif. On a vu le MRC sur beaucoup de sujets, contrairement à ce que dit M. Fauchivet, sur beaucoup de sujets, on a vu le MRC être en avant-garde. Et même dans la mobilisation, dans la construction citoyenne au Cameroun, on l'a vu, le travail qui a été fait à l'orée des élections de 2025. Sauf que je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on a choisi de galvauder ce travail en votant massivement pour quelqu'un dont on savait bien qu'il était du système. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, maintenant, pour revenir à la question, je crois que M. Noah l'a dit, à la fois la mise en scène que nous ont servi les équipes de Paul Biya et puis la CATV, et en passant, je ne sais pas trop, je crois même que le cabinet civil a dû prendre des bureaux à la CATV et qu'ils étaient même là au choix des images. Ça, c'est une parenthèse pittoresque. Non, je crois qu'il faut rentrer dans la mobilisation citoyenne. Le MRC l'avait admirablement fait avant les élections. L'élan a été brisé. Il faut arrêter de se divertir, revenir, remobiliser les troupes. Il a dit, il y a une élection qui peut s'avérer cruciale. Oui. Quand on ne peut pas renverser un mur, on cherche des moyens pour le contourner, pour arriver à la masse. Monsieur Fauchivet le sait, l'opposition est largement majoritaire au Cameroun. Je ne sais même pas s'il y a des gens de conviction dans le RDPC. J'en doute fortement. Merci. Donc s'il y a des élections, s'il y a des élections de proximité que l'on peut surveiller, et c'est pour ça qu'ils ont peur de ces élections. Vous voyez qu'ils repoussent l'échéance. Ils risquent même encore de nous trouver une autre excuse pour que les gens se démobilisent. Non, il faut rester mobilisé. Il y a des partis d'opposition qui ont fait un excellent travail sur le terrain. Il faut remobiliser les troupes. Se préoccuper aussi de ceux qui sont injustement enfermés. On n'en parle pas beaucoup. On en parle tout de suite. Merci pour la perche. L'un des dossiers sur lesquels Paul Biya est attendu, c'est la question des prisonniers politiques. Le prétexte nous est offert cette semaine avec la libération après 300 jours environ d'André Blaise Sama, activiste de haute réputation au Cameroun. Il est sorti de prison cette semaine. La question qui paye la facture pour ce cas-là qui est devant nous, et surtout le fait qu'il a été déclaré non coupable après autant de temps passé en prison. Edmond Kamga, c'est une actualité abondamment suivie ces dernières semaines par la nouvelle expression et dans nos organes de presse. Comment est-ce qu'est vécu cette séquence, la dégradation de ses conditions de détention, de santé, jusqu'à sa sortie? Nous avons suivi avec beaucoup de satisfaction l'audience qui a permis la libération de notre ami, l'activiste Essama. Vous savez, il a été injustement embassillé, arrêté et embassillé de manière arbitraire. Nous n'avons pas compris pourquoi ça a pris autant de temps pour qu'il soit tout simplement acquitté, qu'il soit relaxé, libéré, tout simplement. La preuve, c'est qu'il n'a pas été reconnu coupable. Voyez-vous, c'est un problème très grave. Quand on
interpelle, on arrête de manière arbitraire, et qu'à la fin, on se rend compte que les faits pour lesquels on l'a gardé n'étaient pas vrais, ce n'était pas justifié. Voyez-vous, ça pose plusieurs problèmes. Parce que, voyez-vous, il a une famille. Il a une famille. Et comment la détresse qu'a vécue cette famille pendant tout ce temps, la détresse qu'ont vécue les personnes qui lui sont chères, les amis et beaucoup de structures qui partagent le combat qu'il mène. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui se bat pour la célébration des valeurs des héros et martyrs de la République. Il se bat pour qu'il y ait des monuments, qu'il y ait des boulevards qui portent le nom des gens qui ont payé de leur vie, sacrifié leur vie pour l'indépendance de ce pays, pour la réunification de ce pays. Il trouve anormal qu'au cœur de Douala, à la place du gouvernement, il n'y ait pas un monument Rudolf Douala Mangabel. À l'endroit où se trouve le monument L'Éclair. Lui, son choix, ce serait que ce soit là-bas, qui est le monument Rudolf Douala Mangabel. Et il a été interpellé, arrêté, jugé plusieurs fois parce qu'il aurait détruit des monuments des héros d'autres pays qui ne sont pas camerounais. D'accord. Edouard Fauchivet, je vais terminer en disant que le cas Essama doit nous instruire sur beaucoup d'autres situations. Parce que parmi ceux qui sont embassiers à Nebel, en Goma, en Kondingui et dans d'autres localités du pays, il y en a qui sont décédés. Beaucoup sont morts. Beaucoup, issus de la crise post-électorale, sont décédés en prison. Et ce n'est pas juste que des magistrats gardent pendant longtemps dans les lieux de détention des gens qui n'y ont rien à voir. Ils n'ont rien à faire là-bas. Il faut les libérer. Et je dis toujours sur ce plateau que la route tourne. Messieurs les magistrats, messieurs les officiers de police judiciaire, la route tourne. Demain, vous pouvez vous retrouver dans les lieux de détention. Ou alors des membres de votre famille. Certains ministres aujourd'hui, quand ils étaient en fonction, nous leur avons dit, faites attention, respectez la loi. Faites respecter la loi. Faites respecter notamment le code de procédure pénale, dont les dispositions éclairent suffisamment sur les conditions dans lesquelles quelqu'un peut être interpellé, assisté par un avocat et se retrouver à travers des procédures administratives et judiciaires en prison ou pas. Et je termine en disant, cessons de banaliser les tribunaux militaires. On va y revenir. Aujourd'hui, voyez-vous, aujourd'hui, les problèmes qui auraient dû être réglés dans les magistrats de droit commun, dans des tribunaux de droit commun, se retrouvent dans les tribunaux militaires. On y revient. Ce n'est pas normal. Oui. Edouard Fauchivet, André Blaise Sama a été arrêté en novembre 2025 dans la vague des arrestations qui ont suivi la dernière élection présidentielle. Lorsque vous regardez cette issue, vous pensez qu'il a été arrêté à l'aveuglette? Je voudrais, avant de répondre rapidement à votre question, dire à M. Noah que politiquement, et là c'est un conseil d'amis, il faut, pour aller à la recherche des voix d'un peuple, il faut être solidement bâti. Je dis ça pourquoi? S'il y a élection aujourd'hui, le MSC ne participera pas tant que vos problèmes en interne ne seront pas résolus. Quel problème? Je l'ai dit. C'est vous le jugez maintenant. Allez, moi je l'ai dit. Ma vision. Donc, c'est vous qui nous conseillez ici, là, avec Edmond, je l'avais dit que vous ne pouvez pas être candidat. Tu te rappelles, Edmond, que le MSC ne pouvait pas présenter un candidat. On était parce que nous sommes dans un état de non-droit. Je le dis encore aujourd'hui, comprenez, c'est un conseil. Vous ne pouvez pas présenter un candidat aux élections de proximité. Quant à votre question, Edmond l'a dit, je ne veux pas revenir sur ce qu'il a dit. Déjà, je suis satisfait du fait que les magistrats ont compris que cette affaire n'avait rien à voir avec le tribunal militaire. Et je m'inquiète maintenant. Je m'inquiète du fait que, toujours ici avec Edmond, nous avions souhaité, j'étais le premier à demander à son Excellence Paul Biya, un mois après les élections, de voir la possibilité de libérer les Camerounais
pour apaiser les tensions. Je le dis encore aujourd'hui. Je le dis à haute voix et à travers vos antennes. À un moment donné, si Essama, après 300 jours, le tribunal militaire se rend compte que Essama n'a pas été Innocent, tout simplement. Ça remet notre justice. Ça montre que, d'abord, la fierté de cette justice et s'inquiéter du fait que les autres sont encore en prison. Vivement que ces enfants qui étaient touchés pour cette élection du 12 puissent être libérés avant les prochaines élections qui arrivent. On peut faire des fautes. Nous sommes des parents. On ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. François Xavier, est-ce qu'il doit saisir les instances d'indemnisation pour demander réparation? Mais bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il y a un collège d'avocats qui va se constituer pour ça. Et puis même, la réparation pécuniaire ne serait que symbolique. À mon avis, il faudrait même une sortie pour s'excuser, pour demander des excuses à ce combattant de la liberté et puis de l'indépendance de notre pays. Moi, je suis vraiment choqué de voir qu'on maltraite dans ce pays des gens qui se battent et qui donnent leur vie pour que les choses changent et pour que nous ayons une affirmation, une fierté nationale. On a vu avec le commandant Bois-Masson comment il a été traité. On l'a vu avec M. Anissé Kane Héros, mort dans des conditions que tout le monde sait. On est dans un pays, dans un régime de terreur. Vous parlez tout à l'heure de la justice militaire. Évidemment, ils instrumentalisent cette justice militaire pour terroriser les Camerounais. Pour des problèmes qu'on aurait pu juger dans des tribunaux civils, on effraie les gens en les envoyant face au... Il me souvient, moi, un journaliste, il peut le confier. Il y a plusieurs journalistes dans ce pays qu'on a envoyés devant les tribunaux militaires pour des raisons fallacieuses. Et on a vu, moi je n'ai pas entendu des gens un jour faire amende honorable, dire vraiment, on est allé trop loin. Ils sont restés dans leur arrogance habituelle. Donc, pour moi, non seulement ils devraient demander mais ça pourrait servir de modèle, de cas. J'ai parlé tout à l'heure des gens qui ont été emprisonnés à la suite. Il y a même, bien avant, il y a les militants du MRC. Il y en a toujours qui sont détenus. Encore jusqu'à aujourd'hui. C'est des raisons fallacieuses. Et c'est en contradiction totale avec ce que le président lui-même a dit. Lors de son investiture, il a prôné la paix, la réconciliation. On n'a pas vu un seul acte allant dans ce sens-là. Et moi, je crois que c'est grave dans un pays qui se dit de droit. Il faudrait que nous continuions de mettre la pression. Il faudrait que la société civile se mobilise, les partis politiques, au moins sur ces sujets de minimum, où on peut avoir un minimum de consensus. Et c'est pour ça que je suis admiratif de M. Fauchivet, qui, chaque fois qu'il a à prendre la parole sur ce genre de sujet qui concerne les droits humains, il se prononce de manière ferme. Roger Justin Noah, comment est-ce que vous avez vécu cette séquence? Évidemment, ça rappelle les dizaines de vos camarades qui sont encore en prison, Olivier Bounissac, Prostar Lanfogué et tous les autres. Oui, permettez-moi, Donald, de dire quelque chose de très important. Vous savez, le RDPC a décidé de construire le récit de large victoire en colportant des rumeurs sur une éventuelle non-participation du mouvement pour l'instant du Cameroun aux prochaines élections. Je voudrais, avec gravité et solennité, dire à nos militants et sympathisants qu'ils n'écoutent pas ces marchands de rumeurs qui expriment par cela leur peur, qu'ils sachent que contre vents et marées, le MSC participera à toutes les prochaines élections. Ils expriment tout simplement leur peur, la peur de perdre. Ils ont déjà perdu. Les Camerounais iront voter en masse et choisiront leurs conseillers municipaux et leurs députés et donneront la majorité absolue de l'Assemblée nationale au MSC. Et nous allons changer ce pays. Maintenant, pour répondre à votre question, je voudrais d'abord saluer le courage de M. Savant, qui malgré l'acharnement judiciaire a continué à lutter sur ses principes
et qui sont les nôtres. Aujourd'hui, il a été acquitté par un tribunal militaire. Nous en prenons acte, même si nous condamnons le fait que des civils soient jugés par devant les tribunaux militaires, qui sont des tribunaux d'exception. Cela dit, les autres l'ont mentionné, il a effectivement droit à engager une procédure pour indemnisation. C'est prévu dans le code pénal, je pense, l'article 236 à 237. Mais il ne faut pas. Cette libération de M. Sama ne doit pas nous faire oublier que nous avons, nous, au MSC, encore 12 militants incarcérés dans les prisons de Yaoundé et Douala, malgré l'avis du groupe de détention arbitraire des Nations Unies qui a demandé en novembre 2022 leur libération immédiate. Mais comme nous avons un gouvernement illégal, arbitraire, ils ne se sont jamais appliqués à mettre en œuvre cet avis très important du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Il faut aussi se rappeler qu'il y a encore de nombreux Camerounais qui croupissent dans plusieurs prisons à travers le pays pour avoir dénoncé tout simplement ce qui s'est passé, les nombreuses fraudes d'octobre 2025 et l'accaparement du pouvoir, il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, ils continuent à vivre sur une ration carcérale composée essentiellement de maïs et de haricots mal cuisinés, en réalité d'animaux et non d'êtres humains, qui coûteraient, semble-t-il, ils dépenseraient 412 francs CFA par prisonnier par jour. Ça montre que notre gouvernement est déshumanisé. Edmond Kamgia, on en vient à ce que c'est appelé la banalisation des tribunaux militaires au Cameroun. De plus en plus de compatriotes sont jugés devant ces tribunaux qui sont censés être des tribunaux d'exception. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce recours systématique à des tribunaux où, par le passé, c'était en principe des personnes en lien avec les forces de défense de sécurité ou ayant commis des actes impliquant le port des armes ou touchant à la sécurité de l'État? Oui, cela pose le problème du non-respect des engagements du Cameroun vis-à-vis des institutions internationales. Le Cameroun est un État membre de l'ONU. Le Cameroun a pris des engagements au niveau du Conseil des droits de l'homme de Genève de faire modifier la loi portant répression des actes terroristes pour qu'on ne confonde plus un homme qui est membre de la société civile, un homme politique, avec un vrai terroriste. Parce que c'est les dispositions de la loi antiterroriste qui sont appliquées aux hommes politiques, aux personnes de la société civile et qui font en sorte qu'aujourd'hui se retrouvent dans les liens de la prévention. Vous parlez de la loi de 2014. La loi de 2014, oui. Le Cameroun a pris des engagements qu'il va réviser cette loi. Et depuis que le Cameroun a pris ces engagements, ça fait plusieurs années, le Cameroun n'a même pas fait un commencement de relecture de ces textes pour le réviser et le faire adopter à nouveau à l'Assemblée nationale, au Parlement camerounais. Cela pose un problème de respect des engagements pris à l'extérieur. Le Cameroun a pris également des engagements au niveau de l'ONU, parce que je reste maintenant sur les institutions internationales pour dire que le Cameroun devrait normalement, si c'est un État qui respecte ce qu'on appelle le Gentleman Agreement, faire appliquer l'avis du groupe de détention, le groupe de l'ONU sur les détentions arbitraires. Quand ils disent, après enquête, une enquête ferme auprès du gouvernement et de la société civile, des associations, ils démontrent que, voilà, toutes ces personnes arrêtées, c'était arbitraire. L'État du Cameroun devrait simplement libérer toutes les personnes arrêtées dès lors que le groupe de détention arbitraire de l'ONU donne les éléments, les informations nécessaires. Mais le gouvernement n'a jusqu'à aujourd'hui pas appliqué les avis de ce groupe de l'ONU. Le gouvernement répond que ces avis sont des recommandations et ils ne sont pas contraignants. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais quand on a des problèmes, je prends un exemple. Le Cameroun a sollicité, n'est-ce pas, les Nations Unies lorsqu'on a eu un conflit à Bakassi. L'ONU est intervenue, a mis en place toutes ces structures spécialisées, y compris la CIJ que nous avons saisie, et on est parvenu à obtenir, n'est-ce pas, une décision de l'ONU, d'un organe spécialisé de l'ONU, la CIJ,
qui a permis au Ah, Cameroun de retrouver... C'est la Cour internationale de justice. Oui, Qui habite les- c'est un les organe conflits spécialisé de entre- l'ONU. Entre les États, oui. Oui, le 10 octobre 2002. C'est grâce à cette structure spécialisée de l'ONU que nous avons reconquis, retrouvé la souveraineté, la totalité de la souveraineté sur Bakassi. Mais quand une autre entité de l'ONU nous demande de respecter cette décision, on dit que ce n'est pas contraignant. Cela signifie que nous sommes tout simplement, je l'ai souvent dit, un État voyou. Un État qui ne respecte pas ses engagements que lui-même prend. Pour ce sujet, je passe la parole à François pour terminer. Je propose à Edouard de nous le permettre, parce que c'était votre tour de parole. François, on a environ, d'après le collectif des avocats qui défendent ces personnes détenues, environ 2000 personnes qui sont encore dans les geôles à travers le Cameroun, Douala, Yaoundé, Fumban, Bafoussam, Garoua, entre autres, qui sont toujours dans détenus. Comment le gouvernement peut libérer ces gens sans avoir l'impression de subir un affront? Alors, subir un affront, on espère un sursaut de bon sens et de dignité, tout simplement. Il n'y a pas d'affront. Il n'y a pas d'affront à réparer une injustice, à réparer un tort. Voilà, on espère que, enfin, qu'on ait une autre vision politique. C'est pour ça que nous sommes tous d'accord ici qu'il faut un nouvel personnel politique, il faut une nouvelle impulsion. Parce que ce que l'on voit, c'est la sclérose, c'est les méthodes rodées. Bon, on peut être dans une posture, et moi je pense que ce système ne pourra pas nous donner ce qu'on attend. Il faudrait changer de logiciel, il faudrait avoir un autre système, un autre gouvernement pour espérer un gouvernement respectueux des droits de l'homme. Et tout à l'heure, quand Edmond a évoqué la loi antiterroriste, oui, on a un pouvoir qui instrumentalise toutes les situations pour terroriser sa population. En fait, c'était dans une ambiance où le terrorisme faisait des ravages. Émerger de façon forte en Afrique. Voilà. Ils ont donc créé cette loi qui, soit dit en passant, voulait protéger le pays des terroristes. Mais dites-moi, de tous ceux qu'on maltraite, qu'on a arrêtés là, qui est terroriste parmi? Non. Ils utilisent un contexte pour martyriser le peuple. Et ça, c'est inacceptable. Troisième sujet inscrit au débat ce soir, la crise du pétrole, l'emploi et du gaz domestique. Elle fait rage depuis plusieurs mois au Cameroun. Beaucoup de ménages ont du mal à accéder à ce combustible indispensable pour la cuisine et les activités économiques. Edouard Fauché, je vous passe la parole sur les misères des ménages autour de cette problématique d'accès au gaz domestique. Est-ce que vous en vivez autour de vous des ménages qui ont du mal effectivement à avoir accès aux bonbonnes dans les dépôts? Bien sûr, c'est un problème de crise nationale. Ce n'est pas par rapport aux partis politiques. Donc je réponds simplement pour dire c'est normal lorsque vous êtes sur un marché où la demande est forte par rapport à la production, vous arrivez à ça. Donc il vous souvient, et nous l'avions déjà dit, nous sommes dans le cadre, nous dépendons complètement des importations. Nous avons une production de presque 150, n'est-ce pas, pour un besoin presque de 200 à 250 000. Donc, automatiquement, nous devions tendre la main. Tout à l'heure, il parlait du sucre. C'est exactement le même modèle. C'est-à-dire que, déjà, depuis des années, nous n'avons pas, avec l'histoire de Sonara, jusqu'aujourd'hui, la Sonara n'a pas été remise en marche. Donc vous comprenez déjà que du côté pétrole, nous devons toujours tendre la main pour que le produit vienne de l'extérieur. Quant au gaz, vous savez, nous avons eu le problème, c'était quel navire Au large de Kriwi, oui, le navire usine de Golar du Norvégien. Voilà, qui aujourd'hui, le manque à gagner aujourd'hui du fait que ce navire soit parti, c'est un trou entre 200 et 250 milliards. Elie Épicé est au nom du navire. Et donc, aujourd'hui, il faut revisiter, n'est-ce pas, la production, n'est-ce pas, du gaz national. Et savoir si il faut combler déjà la demande, soit en production, n'est-ce pas, interne, ou bien en surproduction au niveau de l'import qui vient. Donc c'est un problème d'équilibre, c'est tout. Il n'y a absolument rien à faire. Et la STM qui était
le dominant au niveau du marché à 60%, aujourd'hui, a des problèmes internes de gestion. On va y revenir. Roger Justin Noah, comment cela impacte sur l'activité économique qu'on ait un combustible tant demandé qui ne soit pas disponible? Parler du gaz ou bien du pétrole? Non, le gaz domestique d'abord. Voilà, le gaz le domestique comme le pétrole lampant, c'est tout simplement ce qui se passe, c'est le résultat de la mafia tout simplement, qui consiste à ne pas appliquer les dispositions des textes, où chacun recherche seulement l'intérêt particulier. Parce que nous avons, le prix est homologué, il est fixé à 6500. Mais même en plein Yaoundé, pour prendre ce cas, il y a eu des fois où on achète la bouteille de gaz à 8000 francs, alors que le prix est homologué de 6500. Et allez donc imaginer combien ça coûte dans les régions plus éloignées. Par exemple, les régions du nord ou de l'extrême nord. Oui, le gaz est plus cher dans les zones reculées parce qu'on prend achète même à 15 000. On prend le transport. On a 15 000. À cause, n'est-ce pas, de cette mafia où les gens ne respectent pas les tests, à commencer même par ceux qui sont les agents du ministère, qui sont même les vecteurs de cette mafia-là. Parce que vous allez voir les délégués régionaux qui collaborent avec les opérateurs économiques pour asphyxier les ménages. Et parlant, n'est-ce pas, des industries, c'est un problème qu'il faut résoudre parce que de plus en plus, le gaz joue un rôle très important dans l'industrie. Mais chez nous, on semble ne pas en être conscient. Il n'y a qu'à voir des décisions comme celles qui ont amené à l'impréparation du départ d'un navire comme celui dont on parle là. Simplement parce qu'on est en train de naviguer à vue. Et cela me permet d'ailleurs, puisque nous parlons de gaz, de questionner effectivement la gouvernance de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, qui a été, on ne va pas dire des réformes, on a simplement adapté la structure à la loi OTS-OADA et consorts, et puis la loi de 2017 sur les entreprises publiques, avec le décret de 2019 qui a organisé, qui a même un autre qui a approuvé les statuts de... Et je pense que le problème part de là, parce que dans ce texte-là, on est en train de construire un monstre qui va contrôler la chaîne depuis la production jusqu'aux industries et ménages. Parce qu'il fait tout. Il produit, il stocke, il détaille, il vend. Et ça crée un problème avec la SDP qui est chargée du stockage. Elle est abandonnée, elle ne se retrouve plus. Vous êtes au courant, n'est-ce pas, du projet de Kribi. Alors, si la SNH peut faire tout ça, à quoi sert donc maintenant la SDP? Donc, ça crée un conflit entre les entreprises. Et il faut toujours questionner avec la gouvernance de la SNH. Parce que, voyez-vous, je me pose souvent des questions. Dans quel pays sommes-nous? Ils sont forts quand il s'agit de MSC. Voilà une petite dame qui les dépasse. Je vais dire dans la présidence là. Mais dites-moi, la SNH, on nous dit que c'est une dame qui dirige. On nous dit que c'est conseiller numéro 2. Ça veut dire qu'il y a un conseiller numéro 1. Au nom de quoi le conseil numéro 2 passe avant le conseil numéro 1 au point de diriger l'entreprise. De fait, parce qu'au directeur général, comme tout le monde connaît, M. Modiki ne dirigeait plus comme l'autre. Mais c'est ça la réalité. Depuis 6 ans aujourd'hui, la SNH n'a pas tenu le conseil d'administration. Ce n'est pas l'Assemblée générale, ce n'est pas MSC qui le dit, c'est la Chambre des comptes du Cameroun dans son rapport de G 2026. De l'argent que l'on cache par rapport au projet C-Star à Kribi, on parle de plus de 100 milliards qui sont bloqués à la Banque centrale. Qu'on devait envoyer. Vous voyez comment ces gens, je vais parler comme au quartier, ils mangent notre argent devant nous et on ne fait rien. On les laisse se remplir les poches sans rien faire, on ne réagit pas. Comment est-ce qu'on peut laisser un secteur aussi important à une dame d'une manière illégale, arbitraire? Ça, nous en profitons pour le dénoncer. Et nous disons à la présidence, ne soyez pas fort avec le MSC, soyez aussi fort quand il faut faire respecter les lois et règlements de la République. On va revenir aux questions macro tout à l'heure. François, je vous passe d'abord la parole. Il y a plusieurs marques, plusieurs marketeurs, comme on dit dans le secteur, qui sont concernés par la pénurie, la rareté de ces bonbons. Mais l'une des marques les plus concernées, c'est SCTM. On en parle parce que cette marque-là contrôle 40% à peu près du marché. 38, voilà, 40% à peu près du marché. Et c'est le plus ancien dans le secteur. On nous signale qu'il y a une enveloppe que cette entreprise doit à la SCDP, qui est le stockeur national pour le compte d'État.
et que l'entreprise n'aura pas payé les frais de stockage et que c'est pour cela qu'elle n'a pu approvisionner. Est-ce que ces informations-là sont justes? Oui, et je vais y revenir, mais tu me permets de... On ne peut pas répondre à cette question sans poser. Il y a un volet structurel qui concerne deux aspects, un volet conjoncturel. Monsieur Fauchive et Monsieur Noam parlaient des volets structurels. Je vais y apporter quelques précisions. Et on va revenir encore sur ce que Edmond a appelé au début la décision publique. Ce qui se passe en réalité dans le raffinage et le stockage du pétrole, c'est que vous avez trois structures qui sont en train de faire la même chose. Oui. Vous avez la Sonara qui raffine et vous avez SNH qui a décidé de raffiner aussi. Oui. Vous avez SCDP qui stocke et vous avez SNH qui a décidé aussi de stocker. Alors pourquoi? Ça renseigne sur l'émiettement de la décision. C'est de ça que m'ont parlé. Et c'est des entreprises publiques. Toutes. Toutes. Oui. Voilà. Donc vous voyez donc qu'il y a des gens qui sont en train de se battre. Pourquoi est-ce qu'on va laisser Fauchive faire ça? Nous-mêmes, on le fait aussi de notre côté. Officiellement, ces entreprises disent vouloir rentabiliser ces segments. Oui, mais il fallait quand même... Il fallait quand même... Ça tient pas la route. Il ne faut pas me distraire avec ce genre de remarques. Alors, la deuxième chose, toujours structurelle, c'est que le Cameroun, en 2027, les chiffres sont là, va perdre 24,6% de ses revenus pétroliers et gaziers. Et c'est clair, on l'a dit tout à l'heure, le Eli Epicé s'en va, est parti déjà. Et puis il y a nos recettes pétrolières qui baissent. Et je précise que pour ce qui est de cette usine de liquéfaction norvégienne, elle fournissait aussi du gaz domestique. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était exportée, il y avait une partie qui était la consommation locale. Je ne suis pas sûr que c'est cette partie qui crée la pénurie. Et c'est là où j'arrive au problème conjoncturel. Et je réponds à la question. Oui, depuis 2011 et puis depuis le décès du propriétaire, du promoteur de l'entreprise a des problèmes de gestion, ça il faut le dire. Et aujourd'hui, il y a une enveloppe assez importante qu'elle doit à la SCG. D'où la rupture au niveau de l'approvisionnement. Et moi, je crois que ce type de problèmes sont des problèmes d'ordre vraiment cruciaux pour le pays. Et que le pays devait normalement jeter un coup d'œil pour trouver une solution. Bien sûr, et rapidement, on ne devrait pas laisser... Il y a des gens qui achètent aujourd'hui même le gaz. Au-delà de ça, il y a des ménages déjà appauvris qui achètent à 10 000 francs et qui sont obligés soit de changer les bouteilles pour avoir une bouteille qui est disponible sur le marché. Ce coût, qui le supporte? C'est encore la population. Parce qu'on a un pouvoir, on a un gouvernement qui est lent à la détente, qui ne décide jamais là où on l'attend et qui est dans la diversion permanente. Et c'est ce que je relevais au début de mon propos. Et pour dire aussi, ajouter quelque chose, dans le cadre des importations, le gouvernement avait mis une taxe de 12,5% sur le gaz entrant au Cameroun à l'import, afin d'encourager donc la production locale et la consommation locale. Vous voyez donc qu'on est pris par les deux bouts. C'est-à-dire qu'il y a crise en interne et il y a une augmentation des taxes de l'autre côté. Le marché ne peut être que élevé. On est aussi en face d'une dépendance extrême vis-à-vis du marché extérieur, Edmond Kambia, puisque 80% du gaz domestique consommé au Cameroun vient de l'extérieur. Oui, mais on ne peut pas faire autrement pour l'instant. Mais ce qui est le plus grave, et j'ai commencé à l'évoquer parmi les mesures que je préconisais, que Paul Biya pourrait prendre pour faire décoller les choses, il y avait l'aspect que j'avais oublié concernant la nomination des nouveaux directeurs généraux adjoints des entreprises publiques et des sociétés d'État. Des PCA aussi. Des PCA aussi, la nomination des PCA aussi. Bon, je vous fais grâce de l'étude qui a été faite par le professeur Biolondoa là-dessus, pour dire que c'est très important. Des sociétés comme la SNH, où celui qui est officiellement en fonction depuis une trentaine d'années n'est plus en état de faire le travail qui lui a été demandé. Il apparemment, sur le terrain, on voit son épouse, y compris dans des conseils d'administration, agir en son nom. Et cela pose un gros problème sur le plan juridique. Le Cameroun, le président Paul Biya n'a jamais nommé Mme Moudiki directeur général de la SNH. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Or, c'est elle qui, sur le terrain, prend des engagements au nom de En présence même SNH. des membres du gouvernement. Oui, même en présence des membres du gouvernement, pose des actes. Puis, vous savez dans quelles conditions s'est déroulé le dernier conseil d'administration de la SNH? Le PCA, on lui a fermé la porte. Le PCA n'a pas pu entrer à la SNH pour diriger la réunion du conseil d'administration. C'est pourquoi je disais qu'ils sont Il a dû tenir cette rencontre à la présidence. Puisque il est secrétaire général à la présidence, qualité, il ne pouvait pas entrer à la SNH. Ça s'est tenu plutôt à la présidence. Cela pose un gros problème. C'est l'un des problèmes que Paul Biya doit résoudre avant de repartir à Genève. Il doit résoudre ce problème-là. Les nouveaux directeurs généraux, notamment des sociétés stratégiques. Stratégiques, je suis d'accord. Avant de partir. Avant de retourner à Genève, s'il doit y retourner. J'ai dit s'il doit y retourner. Parce qu'apparemment, il serait venu pour remettre les médailles et féliciter les Lions. Mais Moïse ne remonte plus à la tête au Sinaï. C'est vous qui dites que Paul Biya est Moïse. Mais oui, mais Moïse. Il s'appelle Paul. Merci. Faites un lien plutôt avec Saint Paul, pas Moïse. Merci Edmond. Oui. Roger Justin Noah, je vous en prie, Edouard, je vous en prie. Alors, Roger Justin Noah, dans beaucoup de pays africains, comme dans beaucoup de pays du monde, le principe de l'interchangeabilité entre les bouteilles s'applique. C'est-à-dire, j'ai du Tradex, je prends SCTM sans publicité, j'ai du Bocom, je prends Afrigaz pour les marques qui sont au Cameroun. Mais chez nous, ce n'est pas encore possible. Il y a un décret du chef du gouvernement qui date de 2009 qui prévoit ce principe-là, mais ce décret précise qu'il faut un accord entre les marketeurs. Ce n'est pas toujours le cas. Ça aurait pu faciliter la tâche au ménage si jamais ce principe était appliqué. Exactement, ça aurait pu faciliter la tâche au ménage parce que à ce moment-là, la bouteille doit être neutre dans le processus. Quelle que soit la bouteille que vous avez, il suffit d'aller payer le prix homologué du gaz, vous avez du gaz. Il n'y aurait pas de problème de pénurie ou alors où il faut porter des bouteilles, étiqueter tout ça à travers la ville, vous cherchez le... Et cela a, n'est-ce pas, des conséquences sur le plan économique. Imaginez un chef de service qui est obligé de porter le gars dans sa voiture, sillonner toute la ville au lieu d'aller au travail. On perd en productivité. Sa place aurait été au bureau pour travailler. Mais maintenant, parce que le soir, il faut qu'il mange quelque chose. S'il sait qu'il n'a pas de gaz, la priorité, c'est aller trouver le gaz. Donc, s'il sait que j'ai ma bouteille X, je peux la présenter et j'ai la bouteille, une autre bouteille, parce que c'est le contenu qui est important, c'est pas le contenant à ce moment-là. Et la seconde chose, ça montre effectivement, comme nous au MSC, nous donnons ça chaque fois, que le problème du Cameroun, c'est que nous avons mis en place un état de non-droit, où l'illégalité est démise à tous les niveaux dans la vie publique, à tous les niveaux. C'est-à-dire que à partir des villages jusqu'à présent dans la République. Parce qu'on ne peut pas avoir un décret et des années après, il n'est pas appliqué. Sous prétexte que les entreprises n'arrivent pas. Dans l'intérêt public, l'État impose aux entreprises de s'entendre. Parce qu'il s'agit de l'intérêt public. On ne peut pas me dire que ce décret n'est pas appliqué parce que les entreprises n'arrivent pas à s'entendre. Non. On vous impose, on vous dit, voici, ça doit se faire. Je prends un exemple. Vous avez le Rwanda très avancé en matière de véhicules électriques. Oui. Et que ce soit les moteurs, tout ça. Et il y avait ce problème avec les batteries. Ils ont mis en place une législation. Aujourd'hui, vous avez votre moto, on ne veut pas savoir la marque, vous prenez la batterie n'importe où. C'est standardisé. Il n'y a plus ce problème. Voilà, parce qu'ils ont la vision. Nous, notre vision, c'est derrière. C'est ça le problème du Cameroun. On n'a pas de vision. Et j'ai même suivi quelqu'un dire que c'est la faute au Camerounais. Et j'avais répondu à ce monsieur qui était... c'est un parti autour du RDPC, ils mangent ensemble. Et il pensait que tous les autres mangent avec eux. Non. Nous ne sommes pas comptables de l'échec de ce régime. Nous ne sommes pas comptables du manque de vision de ce régime. Nous, au MSC, nous avons une vision grandiose pour ce pays. Nous ferons de ce pays un grand pays, comme il était à l'époque, avant que le régime mortifère de M. Paul Biya prenne le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit, c'est des réalités. Ils n'ont pas de vision. Et c'est ça se ressent dans le quotidien des Camerounais. Je peux vous dire, si j'avais une vision, vous savez que les poubelles, là, c'est une richesse. Dans certains pays, on produit du biogaz domestique qu'on vend dans les ménages. Oui. Ça ne demande pas beaucoup d'adaptation sur le plan technologique. Ça se fait déjà. Pourquoi on ne peut pas le faire au Cameroun? On est là à dire qu'est-ce qu'il y avait avant, ou alors le ministre dit non, on ne montre plus les poubelles, à les mettre derrière. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut transformer les poubelles.
les poubelles. Au lieu d'importer du gaz, on peut produire notre biogaz ici. Et voilà. Et on fait des économies sur les devises. Cette crise a pour conséquence les spéculations. Lorsqu'il y a ce type de situation, beaucoup de commerçants profitent pour monter les prix de façon informelle. Oui. On n'a pas la spéculation, François. Oui, c'est peut-être le rôle du ministre du Commerce. Commerce. Qui, pour moi, hein, dans un pays comme le Cameroun, ne devrait pas exister. C'est une direction, Monsieur Faugivet, vous en conviendrez. C'est une direction peut-être au ministère de l'Économie. Le ministre du Commerce, vraiment, ça fait bail un seul entre guillemets, c'est-à-dire on achète, on contrôle, c'est bien acheter, combien on vend. Je ne crois pas que ça mérite tout un ministère. De toutes les façons, le Cameroun nouveau qu'on construira ne sera pas avec ce genre de... Bon, maintenant qu'il existe, on aimerait le voir à l'œuvre réguler les prix. Oui, sur un sujet comme celui-ci. Et pour rejoindre monsieur Noah, non, Madame Ketia Koutes, parce qu'il s'agit bien d'elle, s'est bien attaqué au problème des poubelles. Attends, Elle a fait les tout états un- généraux. Voilà, elle a fait des états généraux. Et ça a donné quoi? Elle a englouti, englouti l'argent public. Alors que tout le monde sait, nos ingénieurs ici, moi aussi, M. Faugivet qui est plus Oui. dans le domaine, sait que tout le monde sait ce qu'il faut pour faire. transformer. Mais on préfère encore prendre l'argent, organiser des états généraux. C'est cette gouvernance que nous critiquons. Je reste avec vous. Je signale que vous êtes plus sensible sur la question. Vous êtes journaliste spécialisé en économie, même si vous parlez beaucoup de politique. Alors, Et de football aussi. on nous a dit que les entreprises du secteur, à un moment donné, certaines entreprises ont passé des accords, sauf que certaines marques siphonnaient les marques d'autres entreprises. Est-ce que cet argument-là peut expliquer qu'on soit revenu à la situation de cloisonnement entre les marques qui pénalisent les ménages? Oui, c'est possible. Mais Siphonnage, ça dit qu'on met Bien de sûr. l'eau ou du Oui, sable oui, dans oui. les bouteilles. Oui. Voilà. Et ce qui fait en sorte que le produit n'est plus le même et ça peut induire des dangers. Même un danger. pour C'est un le problème consommateur. logistique. Et en ce moment-là, nous sommes dans une économie qu'on veut de type libéral. C'est ça, M. Faugivet? Tout à fait. Il faut savoir aussi que l'État a des marges, ne peut pas intervenir au-delà de certains. Mais quand il s'agit de la santé des populations, quand il s'agit des cas graves comme ça, l'État doit être à l'initiative Oui, pour être sûr que ce qui arrive au consommateur final De est un qualité. produit de qualité. Edouard Faugivet, alors lorsqu'on a une entreprise, certes privée, mais qui est une entreprise de service public comme la SCTM, dont les difficultés internes impactent sur l'approvisionnement du marché, comment l'État doit faire? Restructurer, reprendre l'entreprise? Quelles sont les solutions les plus Déjà, fiables? pour arriver à votre question, je voudrais d'abord, à la question que vous avez posée à M. Noah et François, il faut faire très attention parce que le problème d'interchangeabilité vient d'abord d'un concept de données logistiques. J'explique. Alors, il y a plusieurs bouteilles, ce sont des emballages. La première chose que l'État devait faire par rapport à ce décret, c'était de mettre au milieu des marketeurs une société unique d'emballage et de certification. Je reprends pour que vous compreniez. Il fallait qu'il y ait une société d'emballage de produits gaz et de certification. Qu'on n'ait pas la bouteille qui est tordue à gauche, la bouteille qui est en bas, qu'on ait une structure de bouteille d'emballage du produit gaz, de telle sorte que si c'est conforme à la norme que la NOR et l'État aura donc saisi, ça permet donc l'interchangeabilité. Alors, Et à ce temps, il n'y a pas de problème. Maintenant, les gens ont peur et vous l'avez touché, c'est le phénomène de siphonnage. Parce que si vous avez un emballage fragile, on siphonne, mais si vous avez un emballage certifié, on ne peut pas siphonner. c'est incontournable, Donc, ce oui, problème. le véritable problème est là. D'abord, par rapport à votre question, il faut trouver une société d'emballage de ce genre de produits certifiés. Et dès que vous l'avez certifié, c'est fini. Prenez par exemple la bouteille. Comment vous pouvez prendre la bouteille de coca et mettre par exemple le tonique dedans? Ce n'est pas possible. Dès que vous ouvrez le produit est consommable. Donc il faut y trouver, il faut laisser aux experts un moyen de trouver un emballage qualifié pour ce produit. À votre question. Oui, on a écouté comment le gouvernement dit, justement sur votre solution, on a écouté les membres du gouvernement dire ces dernières années que l'un des secteurs où nous sommes autosuffisants, et c'est rare au Cameroun, c'est le secteur de la production des bouteilles de gaz. On est désormais autosuffisant, on en produit, on peut même en exporter. Mais, sauf que le problème est là. Si on est autosuffisant, mais l'interchangeabilité devait se faire. La question que vous avez posée est fondamentale. On peut non seulement avoir la production de l'autre côté suffisante, mais le seul problème, c'est que c'est concentré autour d'un marketeur. Et lorsque ce marketeur est en période de crise, comme SCTM, mais ça affecte les consommateurs.
Donc il faut trouver, l'État doit trouver une donne d'équilibre pour tous ces marketeurs. Quant à votre question concernant la SCTM. Qu'est-ce que l'État fait de ce type d'entreprise? Lorsque on a ce genre d'entreprise où on veut relever le niveau de la production locale pour accélérer la consommation et maintenir la consommation locale, l'État est regardant. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme il a dit tout à l'heure pour Somdia, l'État peut, en face des difficultés, solliciter ses experts soit à étudier une donnée de prise de participation à l'intérieur pour porter dans l'entreprise. Et c'est que François n'a pas dit, c'est que dans le ralentissement de la partie privatisation de la Somdia, c'est que l'État s'est rendu compte qu'il y a nécessité d'augmenter, n'est-ce pas, son quota au niveau donc de tout. C'est pour ça qu'on a mis sur pied les experts pour 6 mois, afin de donner maintenant des propositions à l'État. Soit on fait entrer un international, soit on fait entrer les 5 Camerounais, mais à un pourcentage réduit pour que l'État continue, parce que c'est un poumon des ressources humaines, d'emploi. Et donc, l'État doit être regardant. Merci, cher monsieur, pour ces analyses. On engage, pour le temps qui nous reste, le dernier sujet de ce jour, c'est le drame de Zamboy. Zamboy étant une localité de la zone centrafricaine, de la République centrafricaine, où ce drame s'est produit en ce début de semaine. C'était mardi dernier, un éboulement de terrain qui a englouti plusieurs dizaines de personnes, une centaine. Le gouvernement camerounais s'est contenté de préciser que Zamboy est une localité située en Centrafrique, différente de Zamboy qui est située dans la région de l'Est, dans l'arrondissement de Garoua-Boulaye. En tout cas, le bilan de ce drame affiche donc une centaine de décès. Edmond Kamdia, on est en face des décès de trop sur les sites miniers. Oui, c'est des décès. Puisque là-dedans, il y a des Camerounais qui sont décédés avec les Centrafricains. Je rappelle, le bilan du gouvernement camerounais est de 4 morts, bilan provisoire, mais on a des éléments d'information qui viennent des autorités centrafricaines qui indiquent avoir extrait 13 corps de Camerounais et 49 corps centrafricains. Bilan provisoire, là également, publié jeudi dernier, jeudi au soir. Oui, il y a une polémique sur le bilan. C'est-à-dire que chaque pays a son bilan. La Centrafrique a son bilan, le Cameroun a son bilan. Et certaines structures médias internationales ont leur bilan. Il faut s'entendre sur les bilans. J'espère que pour le Cameroun, qui parle de 4 morts, c'est assez, ça ne rassure pas sur ce qu'on a vu, sur des images vidéo et des premiers reportages qui nous sont parvenus de ce côté-là. 4 morts, c'est le chiffre qu'a annoncé le gouverneur de la région de l'Est, oui. Sachant que le ministre de la Communication, lui, dans son communiqué, a été prudent et n'a pas signalé de nombre de morts. Il a dit plusieurs décès. Oui, plusieurs décès. Oui, c'est mieux de dire plusieurs décès, en attendant de faire des enquêtes. Parce que, voyez-vous, quand il y a glissement de terrain, et vu la configuration du terrain, et la manière dont ça s'est déroulé, où il y a beaucoup d'enfants, de personnes âgées, hommes et femmes, qui vont chercher l'or, ça ne peut pas être seulement 4 morts, ça ne peut pas être seulement 10 morts. C'est probablement plusieurs dizaines de morts, en attendant des vérifications complémentaires sur le terrain. Ce drame pose 2 problèmes. Le problème, c'est la manière dont nos États, que ce soit la Centrafrique, le Cameroun, gèrent la question d'exploitation des minerais en général, de l'or en particulier. Le deuxième problème, c'est celui de la protection civile en matière de catastrophe. Parce que là, il s'agit d'une catastrophe naturelle. Comment le gouvernement camerounais a-t-il réagi à cette catastrophe naturelle? J'ai le sentiment que tout se passe exactement comme avec ce qui s'est passé à la falaise de Tchang, où on n'a pas ressenti la présence de la protection civile du Cameroun. Et la protection civile est logée au ministère de l'administration territoriale. Voyez-vous, c'est un ministère où le titulaire en poste est regardant sur des questions politiques, taxe la société civile et certaines formations politiques d'agents déstabilisateurs de l'État du Cameroun. Mais là, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Que dit le MINAT? Quel est l'apport de la protection civile pour gérer la situation des Camerounais? Les Camerounais qui sont engagés dans l'exploitation
vous allez dire artisanal. Mais nous avons vu des catépillas là-bas. On ne gère pas, on n'exploite pas artisanalement avec des catépillas. Ça pose le problème de la mafia de l'or. Sa gestion mafieuse au Cameroun. Donc, c'est le premier problème que j'ai posé. C'est qu'il faudrait que le ministère des Mines nous dise exactement qu'est-ce qui est prévu, quel est le rôle du ministère, quel est le rôle de la Sonamine, et qu'est-ce qui est prévu pour les sociétés, les entreprises nationales comme internationales appelées à exploiter l'or sur le terrain. Qu'est-ce qui est prévu au cas où il y a des incidents et des drames? Tout est mafieux. Tout est prévu dans un cahier de charges. Mais est-ce que le cahier de charges est respecté? Ce n'est que ça. Voilà. J'ai beaucoup de questions dans ce sens. Tout est prévu. François, il s'agit de jeunes, hein, parfois très jeunes, 10 Oui. ans, 15 ans, qui se retrouvent dans cette roue minière, parfois au détriment de leur scolarisation. Et ça nous rappelle effectivement que la région de l'Est, c'est l'une des régions où beaucoup d'enfants, au lieu de se retrouver sur les bancs d'école, sont dans les trous miniers. Oui, tout à fait. 3 choses. Déjà, tout est prévu, M. Fauchier, mais rien n'est appliqué. Ouais, Tout à fait. voilà. Et parce que le ministre lui-même l'a reconnu. Il l'a reconnu. Et s'est engagé Tout à fait, à remettre... Toujours des promesses. Que vaut l'engagement d'un ministre du gouvernement? Bien, pas grand-chose. Je n'y mettrai pas une pièce. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand il s'empresse de dire c'est en République centrafricaine, c'est comme si les réalités n'étaient pas les mêmes. C'est les mêmes réalités dans la partie camerounaise. Oui. Les En enfants, fait, c'est artisanal. voilà, tout à fait, tout à fait. Et c'est une espèce de ruée vers l'or. J'utilise pour dire que l'or qui est censé nous procurer de la richesse nous amène plutôt la mort. Pas, dans le même temps, des gens le volent et l'exportent en quantité. Vous voyez le contraste assez frappant. Maintenant, pour l'encadrement de ces gens, bon, on sait très bien que les populations sont très souvent abandonnées à elles-mêmes, surtout à l'Est. C'est-à-dire, là, c'est un exutoire. Le gouvernement ne peut pas répondre aux attentes des populations. On les laisse aller se débrouiller sur des sites à risque, à leur risque et péril. On aurait pu y développer des projets agricoles. On aurait pu suivre de manière beaucoup plus serrée l'éducation de ces enfants, avoir de vrais programmes. Et cet or même qu'on serait là-bas pourrait, aider à mettre sur pied des programmes sociaux au bénéfice de ces populations-là. Je voulais, Oui, Edouard. je voulais rapidement dire quelque chose en termes de solutions, hein, parce qu'ils ont déjà développé. Il faut déjà noter que l'histoire de la recherche des mines représente 1% seulement du PIB. Moins d'1% d'ailleurs. Disons 1%. Donc l'État aujourd'hui, avec le cahier de charges, devait être regardant, même si c'est artisanal. Parce que c'est bien beau de dire en Centrafrique, c'est la même chose qui se passe au Cameroun. Oui. Nous avons une école de mine en Ngandéré qui a mis sur pied des ingénieurs. On devait, dans le cahier de charges, demander à chacun qui reçoit le permis d'extraction d'avoir 1 ou 2 ingénieurs. D'abord un ingénieur et un ingénieur de qualité pour permettre, n'est-ce pas, à chaque opérateur d'avoir seulement la dimension de la protection sociale, comme il a dit. Tout à fait. Et de 2, il faut qu'il y ait un ingénieur chimiste parmi ces gens, parce que les produits chimiques, c'est-à-dire le mercure, le cyanure, utilisés dans l'eau afin de pouvoir trier, ça tue les Camerounais. Oui. Et la troisième chose, et il a dit, le ministère aujourd'hui de l'administration territoriale devait être regardant sur le fait que la jeunesse a abandonné l'agriculture pour aller dans cette zone. Donc ça veut dire que quand vous voyez la masse de la jeunesse qui est là, où 70% de déperdition scolaire est déjà établie, ça veut dire qu'il y a une nécessité qu'il y ait une protection sociale à ce niveau. Il faut récupérer le cahier de charges, l'animer pour que le Cameroun puisse gagner. Vous imaginez l'histoire de 15 tonnes contre 44. Le Cameroun ne peut pas perdre 2 milliards de francs à cause de 2 et de 3 Camerounais. Roger, on sort de l'émission, Roger Justin Nova. Alors, le ministère de l'Éducation de base a indiqué ce matin, et c'est un hasard pour la presse, que depuis 3 ans, le nombre d'enfants qui présentent le CEP, le certificat d'études primaires, est en baisse, et qu'ils sont en train de chercher les causes de cette baisse. Et cette révélation, entre guillemets, a coïncidé avec ce drame de l'Est. Le maître Garaboulaye nous indiquait cette semaine dans une interview sur notre antenne qu'on est face à un paradoxe. On a des enfants qui doivent aller à l'école, mais qui trouvent le compte en allant dans les mines. Parfois, ils peuvent sortir par jour avec 300 000 francs CFA.
C'est un dilemme entre aller à l'école et aller creuser pour avoir de l'argent. Écoutez, Comment est-ce qu'on s'en sort, on résout cette équation? nous avons dénoncé ce qui se passe dans l'or. Oui. Parce que ce sont les responsables administratifs, politiques, c'est-à-dire locaux, qui, au lieu de respecter les dispositions des textes en la matière, exploitent plutôt ces jeunes. Et pendant ce temps, la manne qui est ainsi manipulée ne profite pas au trésor public. Et pire encore, n'améliore en rien les conditions de vie des populations locales. Et moi, je voudrais dire une dernière chose. Avant c'est que le ministre des Mines, l'autre jour, a fait une déclaration que nous trouvons honteuse lorsqu'il a dit que le Cameroun n'a rien perdu. On n'a pas perdu d'or. Il a dit. Il a dit. Et je voudrais dire à monsieur le ministre que c'est faux. Vous chutez. Oui, je chute. C'est faux parce que si il regarde l'article 4 de la loi de 2023 qui porte en code minier, qui dit, l'alinéa 1, les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire de la République du Cameroun, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l'État qui exerce des droits souverains. La seconde chose, c'est l'article 25 de la même loi, qui dit l'État prélève un impôt synthétique minier libératoire de 25% de production brute de chaque site dans le cas d'exploitation. Donc c'est notre or. Merci. C'est notre or. Merci, c'est terminé. Merci à tous les quatre d'être venus pour cette production dominicale de droit de réponse, édition de ce 23 août 2026. Madame, monsieur, merci pour votre fidélité, jamais un démenti. À dimanche prochain. Très bon dimanche.